Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle consacrée aux éphémérides du ciel et aux observations à réaliser à l'œil nu ou aux instruments astronomiques en ce mois de mai. Alors toujours accompagné de Mathieu, notre astronome amateur dans le 49, nous revivrons d'abord une courte chronique et pouvoir ainsi voir le récit d'une mission. Nous verrons ensuite en détail les principaux événements célestes de ce mois, dont une pluie d'étoiles filantes, le rapprochement entre Mars et M35 et l'opposition d'un astéroïde que nous détaillerons. Et puis ensuite nous passerons aux éphémérides des corps principaux du système solaire. Et enfin nous découvrirons l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors commençons tout de suite avec cette chronique et nous nous dirigeons vers Mercure. Il n'y a eu que 2 missions qui ont été à destination de Mercure et qui l'ont visité. Mariner 10, la première, et Messenger, qui est plus récente. On va parler aujourd'hui de Mariner 10. Alors, Mariner 10, à la base, étonnamment, j'étais surpris quand j'ai préparé ma chronique, elle a été prévue pour visiter uniquement Vénus. C'est seulement lors de la planification de la trajectoire de la mission que les ingénieurs de la NASA, en fait, se sont rendus compte qu'avec seulement quelques ajustements, la sonde pourrait atteindre Mercure. On va voir un petit peu comment. Alors la sonde, qui est relativement légère, dans les environs de 500 kg, va être lancée le 3 novembre 1973. Alors, juste après son lancement, une douzaine d'heures environ après le décollage, elle va prendre quelques centaines de photographies du système Terre-Lune, notamment pour calibrer ses instruments. Elle va également survoler Vénus pour commencer le 5 février 1974 à 5794 km d'altitude seulement, avant de se diriger vers Mercure. Pendant son transit entre les planètes, la sonde va étudier l'environnement interplanétaire et prendre des mesures sur les vents solaires et les champs magnétiques. Alors son survol de Vénus va notamment permettre d'utiliser l'assistance gravitationnelle de la planète pour pouvoir ensuite se diriger vers Mercure. Lors du survol de Vénus, la sonde va utiliser son spectromètre ultraviolet pour étudier l'atmosphère de Vénus et va découvrir qu'en réalité, toute l'atmosphère de Vénus se déplace beaucoup plus vite que la planète elle-même en termes de rotation. Le 29 mars 1974, le premier survol de Mercure est effectué avec un passage à 700 km d'altitude. Ce passage va notamment permettre de découvrir que Mercure possède un champ magnétique. Alors, c'est un peu la stupéfaction parce que les scientifiques ne pensaient pas qu'il en existait un. En effet, la théorie prévoyait en fait que pour avoir un champ magnétique, une planète devait d'une part avoir un noyau actif et d'autre part une rotation planétaire importante, très rapide. Or, pour Mercure, c'est exactement l'inverse. D'une part, elle a une rotation qui est très lente sur elle-même, et d'autre part, elle ne semble pas déceler, elle ne semble pas avoir de noyau actif, car sa surface d'apparence très lunaire est donc très ancienne, et ne semble pas avoir connu d'épanchement volcanique périodique ancien. Lors de ce premier survol, 2300 photos vont être prises. Le 21 septembre 1974, le deuxième survol est effectué à une distance un petit peu plus grande, 48 000 km environ, et va permettre de cartographier environ 45% de la surface de la planète. Alors, durant les 3 survols, on ne pourra pas cartographier plus de surface de la planète, étant donné qu'elle présentera toujours la même face au Soleil durant les 3 survols. Alors, 750 nouvelles photos vont être prises durant ce deuxième survol, seulement parce qu'en fait, il va y avoir un problème technique avec l'enregistreur embarqué. Enfin, le dernier survol, le 16 mars 1975, à 327 km d'altitude, va avoir pour objectif d'étudier de manière détaillée le champ magnétique de Mercure tout juste découvert. On va découvrir notamment
qu'il ne s'agit pas d'une conséquence des vents solaires, mais qu'il est généré par la planète elle-même. C'est donc une confirmation. Ce dernier survol va permettre la prise de 450 photos en haute résolution. Finalement, le 25 mars 1975, Mariner 10 ne dispose plus de carburant pour pouvoir manœuvrer. Les scientifiques décident alors de clore la mission. 8000 photographies vont être prises en tout par la petite sonde, dont 4000 de Vénus et 3500 au total de Mercure, dont également quelques centaines de la Terre et de la Lune, comme on l'a parlé tout à l'heure. Merci Mathieu pour cette chronique, ça nous en apprend un peu plus sur cette planète Mercure. Alors tout de suite, nous allons pouvoir passer aux principaux événements célestes. Alors nous précisons que les heures données seront en heure locale et non en temps universel. Pardon. Le 6 mai à 11h07, une pluie d'étoiles filantes état aquaride. Alors quelles seront les conditions d'observation pour cette pluie d'étoiles ? Alors en fait, cette pluie d'étoiles filantes, elle est associée à la célèbre comète de Halley. Lors de l'orbite de la Terre autour du Soleil, la Terre passe dans des nuages qui sont lâchés en fait par cette comète de Halley, et ces nuages de poussière vont apporter notamment les belles étoiles filantes qu'on voit. Alors c'était ça, en fait on passe à l'intérieur de ce nuage entre le 19 avril et le 28 mai. Donc c'est une durée de 38 jours, ce qui laisse une marge de manœuvre qui est assez importante, parce que si le 6 mai, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas observer, eh bien on pourra se reporter plusieurs jours à l'avance ou plusieurs jours en retard, mais enfin on verra quelque chose quand même. Le radiant de cette pluie d'étoiles filantes sera la constellation du Verseau, là où se situe actuellement Neptune. Et donc le radiant, je précise, hein, c'est l'endroit d'où semblent provenir en fait les étoiles filantes. Hein. Mais après, elles se disséminent un peu dans toutes les directions. Donc il faut surveiller la constellation du Verseau, mais pas seulement. Il est prévu pour ce pic du 6 mai 40 météores par heure au zénith. Donc ça sera à vérifier également. Sachant que la vitesse moyenne de ces étoiles filantes, c'est 66 km/s, c'est quand même relativement rapide. Alors, étant donné que le radiant est dans la constellation du Verseau et que cette constellation se lève plutôt en début de matinée, on va plutôt observer en fin de nuit, mais pas trop tard quand même pour pas voir les lueurs de l'aube qui pourraient gêner les observations quand même. Le 9 mai à 11h11, pluie d'étoiles filantes état Lyride. Alors est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Alors, il est actif sur une durée de 11 jours entre le 3 et le 12 mai. Donc, lors de ce pic du 9 mai, il est prévu 3 météores par heure au zénith, c'est pas énorme. Hein. La vitesse moyenne de ces étoiles filantes, c'est 44 km/s, un peu plus modéré quand même. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est le radiant. Les pluies d'étoiles filantes vont sembler provenir d'un point entre la constellation de la Lyre, que l'on connaît parce qu'elle comporte la célèbre étoile Vega, et le Cygne, alors qui lui est représenté plutôt par Deneb, si je ne me trompe pas. Le 19 mai à 17h23, rapprochement entre Mars et M35. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le M35 ? C'est un objet qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais, c'est un amas ouvert en fait qui renferme entre 50 et 100 étoiles, qui est très joli à voir, rien que dans une petite lunette. Hein. Juste à côté de cet amas-là, vous avez NGC 2158, j'en parle parce que c'est quand même notable, qui est un autre amas plus petit, plus faible, mais qui est un petit peu plus dense et plus concentré en étoiles. Et donc, quel instrument astronomique est le mieux pour pouvoir observer ce rapprochement ? Alors, Mars et M35 vont se rapprocher l'une de l'autre à 0,2 degrés près. Donc c'est vrai, autant dire que Mars en fait va raser, pour pas dire traverser en fait M35. Un petit télescope va suffire pour observer les deux objets. M35 est quand même relativement lumineuse et très jolie à voir dans le moindre instrument. Maintenant, le grossissement qui va être utilisable pour ce genre d'événement, maximum, ça va être 100 fois. Hein, on peut même dire 50 fois idéalement pour bien apprécier M35 mais elle est quand même assez étendue.
Donc pour bien l'observer, un grossissement de 50 fois va être l'idéal. Après, pour observer les deux objets dans le même champ, un grossissement de 100 fois va être vraiment un maximum. Je précise en passant que ce rapprochement s'effectuera au pied des Gémeaux et l'observation idéale, ça serait vers 22h30 parce qu'après, ça va être les deux objets vont commencer à s'affaisser un petit peu vers l'horizon. M35 sera sous Mars visuellement. Pour le 21 mai à 15h pile, à 15h06, conjonction supérieure de Mercure avec le Soleil, puis le 24 mai à 9h, Mercure à son périhélie. Alors malheureusement, comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien Mercure ne sera inobservable ce mois-ci, donc pas beaucoup d'intérêt pour ces deux événements. Le 29 mai à minuit 58, transit multiple sur Jupiter, et donc deux satellites et une ombre vont passer sur le disque jovien. Donc comment observer ces transits et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir exactement? Alors Jupiter va se situer à ce moment-là en direction sud-sud-est. Alors les deux satellites qui vont passer devant le disque jovien, en fait, c'est Ganymède et Io, et l'ombre, ça va être celle de Io. Alors, pour donner les horaires de passage, Ganymède va commencer son passage devant le disque de Jupiter à 22h55, le 28, donc la veille du 29, et va terminer son passage devant Jupiter à 1h06. Là encore, je rappelle que on est sur des horaires d'été, donc des heures locales, et non pas en temps universel. Donc on a fait la conversion. En ce qui concerne Ganymède, je précise également qu'elle est également précédée de son ombre, qui va passer devant le disque jovien, mais qui va être quasiment inobservable parce qu'en fait, cette ombre va passer sur le disque de Jupiter alors que celle-ci sera tout juste en train de se lever. Donc ça va être au ras de l'horizon et étant donné que les turbulences ont un fort impact sur la planète, l'ombre risque d'être inobservable quels que soient les instruments. Ensuite, on a Io et son ombre, principalement son ombre, qui va passer devant le disque jovien entre minuit 34, alors là le 29 toujours, et 2h47 du matin. Ça va se passer le long de la ceinture nord-équatoriale, sachant que la ceinture nord-équatoriale c'est une zone assez sombre de Jupiter et que l'ombre de Io est assez sombre également. Il va peut-être y avoir un petit manque de contraste et va peut-être falloir des instruments assez importants pour pouvoir bien observer cette ombre. Enfin, après, ça va dépendre des conditions également. Alors, cette ombre de Io va précéder la Lune elle-même d'une vingtaine de minutes environ, puisque la Lune va passer devant Jupiter, va commencer son passage à minuit 53 et va le terminer à 3h05. Donc voilà pour les horaires de passage. Alors on n'a pas parlé des deux autres lunes de Jupiter, Europe et Callisto, on va noter qu'elles seront de part et d'autre de la planète. Europe, en fait, ça sera la lune la plus proche de Jupiter, voilà, pour vous repérer un petit peu. Alors, pour ce qui concerne la grande tache rouge, malheureusement, elle ne passera pas au même moment de l'événement sur Jupiter, puisqu'elle sera déjà en train de passer le limbe, étant donné qu'elle aura atteint le méridien de Jupiter à 22h la veille. Donc voilà, elle sera inobservable malheureusement pour cet événement qui est important. Et ce même jour, à 2h56, il y a l'opposition de l'astéroïde numéro 1 Cérès. Mais en fait, Cérès n'est pas un astéroïde, donc qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, c'est une planète naine, donc une catégorie un peu à part. Comme elle est un peu plus grosse que la majorité des astéroïdes, c'est pour ça qu'on la classe à part. Alors Cérès, elle fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes qui est située entre Mars et Jupiter, et elle est à une distance du Soleil environ 2,7 fois plus éloignée que la Terre du Soleil. Donc voilà pour ses caractéristiques importantes. Et elle a un diamètre moyen de 952 km. C'est vraiment le plus gros objet de la ceinture principale d'astéroïdes. Alors comment observer cette opposition? Donc la planète naine sera située entre les constellations du Scorpion, dont elle fait officiellement partie, de la Balance et du Serpentaire, où se trouvera au même moment Jupiter. Elle va être d'ailleurs visuellement au large, à droite et légèrement plus haut de Jupiter.
et elle sera assez largement au-dessus d'Antares. Alors malheureusement, je donne quelques repères qui sont assez éloignés de Cérès, mais ce sont des repères qui sont fiables. Autour de Cérès, c'est vraiment assez vide en étoiles remarquables, donc malheureusement, ça va pas être facile forcément à repérer Cérès. Il faut vraiment prendre une bonne carte pour pouvoir bien la repérer. Voilà. Et donc, faire de la photo, ce serait possible ou pas? Oui, alors faire de la photo, oui, alors ça dépend quels objectifs en fait on va avoir pour faire de la photographie. On va citer deux objectifs. Déjà, peut-être le premier objectif, ça va être de marquer le déplacement de la planète vis-à-vis du fond du ciel. Il faut savoir que Cérès, elle se déplace très vite dans le ciel, et en quelques heures seulement, on peut déjà remarquer sa progression par rapport aux autres étoiles. Donc, quelques dizaines de minutes, peut-être quelques heures de pause sur un télescope vont déjà permettre de bien marquer ce déplacement de Cérès. Alors ça peut être déjà un objectif. L'autre objectif qui aurait pu se faire également, c'est peut-être si vous avez plutôt l'âme artistique, que vous aimez un peu donner du côté esthétique à vos photos, ça aurait été de trouver un objet du ciel profond avec lequel cadrer Cérès. Malheureusement, Cérès est dans une zone relativement vide d'objets du ciel profond. Le seul objet qui pourrait être intéressant, c'est IC 4592, autrement appelé la nébuleuse de la tête de cheval bleu. Malheureusement, c'est un objet extrêmement diffus, très compliqué en photographie, parce que inobservable, faut bien le dire quand même. Et étant donné qu'elle est très très loin de Cérès, ça ne sera pas possible de la photographier sur des instruments, donc sur des télescopes ou des lunettes. Par contre, un défi qu'on peut se fixer, alors là je retourne dans l'observation visuelle, c'est peut-être d'essayer de tenter de saisir son diamètre apparent. En fait, Cérès, elle a un diamètre apparent qui est de 0,74 secondes d'arc. Alors c'est un diamètre apparent qui peut être résolu à partir d'instruments de 200 mm d'ouverture. Mais bon, selon les conditions d'observation, il va peut-être falloir monter un petit peu plus en ouverture, ça va dépendre. Alors pour ceux qui sont curieux des astéroïdes, je précise en passant que vous avez d'autres événements de ce genre au mois de mai. Le 11, vous aurez l'opposition de l'astéroïde 8 Flora. Le 14, celle de 11 Parthénope. Le 20, celle du numéro 20 Massalia. Et le 27, celle du numéro 32 Pomona. Tous ces astéroïdes sont situés dans la même région que Cérès, entre 2,4 et 2,6 unités astronomiques, et ont des magnitudes entre 9,5 et 10, donc assez aisément observables avec des instruments modestes. Voilà donc pour ces événements. Et nous pouvons passer maintenant aux éphémérides des corps principaux. Et tout de suite, on peut déjà commencer par l'activité solaire du mois d'avril. Oui, et l'activité solaire, effectivement, a été peu banale ce mois-ci, encore plus importante qu'au mois de mars. Alors, la première période dont on va parler, c'est entre le 31 mars et le 3 au 4 avril, où on a eu un petit groupe de tâches qui est apparu. Alors, ce petit groupe de tâches a évolué, a atteint un summum le 3 avril, et puis entre le 4 et le 5 avril, elle a disparu assez brutalement. Alors, il n'y a rien de notable à signaler, pas d'éruption particulière, pas d'activité de cette tâche-là. Par contre, et alors là où c'est intéressant, c'est le 7 avril où une surprise a vraiment stupéfait les observateurs du Soleil. Une très grosse tache est apparue, accompagnée de très jolies facules. Elle était observable même à l'œil nu. Alors évidemment avec des filtres solaires, mais elle était assez aisément observable à l'œil nu. Donc c'est pour vous dire la taille qu'elle avait quand même sur le Soleil. Elle avait une taille qui était environ de 3 fois celle de la Terre. Donc c'est pas n'importe quoi, pour une superficie d'1 milliard de kilomètres carrés, et même un peu plus. Cette tache solaire, qui est très grande, nommée AR 2738, va craquer avec des éruptions solaires mineures de classe B. Mais bon, tout est relatif, parce qu'une éruption typique de classe B libère quand même autant d'énergie que 100 millions de bombes atomiques de la Seconde Guerre mondiale. Voilà.
Donc sur le Soleil, c'est vrai que c'est quand même mineur, mais bon, globalement, ça ne l'est pas tant que ça. Alors maintenant, pour ceux qui font de la radio, si vous aviez une radio à ondes courtes, vous avez peut-être entendu des sons inhabituels entre le 7 et le 20 avril, parce qu'en fait, AR 2738 a produit de fortes rafales de statique radio qui ressemblaient au son des vagues de la mer. Et ces bruits, en fait, sont causés par des faisceaux d'électrons accélérés par les explosions de classe B. Lorsque ces électrons traversent l'atmosphère du Soleil, ils génèrent une vague d'ondes plasmatiques et d'émissions radio décelables sur la Terre à de grandes distances. Et ces bruits se sont intensifiés avec la position de la tache quand elle était directement située face à la Terre. Le 17 avril, une autre tache beaucoup plus discrète, AR 2739, va se former dans l'hémisphère nord et accompagner la grande tache dont on parlait tout à l'heure. Alors cette grande tache, elle a fini par disparaître de l'autre côté du Soleil le 20 avril, et à ce moment-là, au moment où elle passait derrière le limbe ouest, elle a déclenché une puissante explosion de classe B8 et une CME. Donc une belle dernière surprise. Peut-être qu'on la retrouvera au mois de mai, je ne sais pas. Enfin, on verra. Voilà, maintenant passons aux éphémérides de la Lune. Alors nous rappelons comme tout à l'heure pour les événements, l'heure que nous donnons est l'heure locale et non en temps universel. Alors le 5 mai à minuit 45, la Lune sera nouvelle. Le 12 mai à 3h12, nous pourrons observer le premier quartier. Le 13 mai à 23h53, la Lune sera au périgée. Le 18 mai à 23h11, ce sera la pleine Lune. Le 26 mai à 15h27, la Lune sera à l'apogée. Et le 26 mai à 18h33, le dernier quartier de la Lune sera observable. Pour ce qui est des autres corps principaux, nous avons Mercure qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sera malheureusement inobservable tout le mois. Vénus, elle, sera très difficilement observable à l'aube. Mars va être visible en début de nuit au-dessus de l'horizon ouest. L'astéroïde Cérès sera observable toute la nuit. Et Vesta, inobservable toute la nuit. Quant à Pallas, observable toute la nuit. Et Junon, observable seulement en début de nuit. Pour ce qui est de Jupiter et Saturne, elles seront toutes les deux observables en deuxième moitié de nuit. Uranus sera inobservable. Neptune sera observable en fin de nuit. Et enfin Pluton sera observable seulement en deuxième moitié de nuit. Nous pouvons maintenant terminer par cet objet du ciel profond observé ce mois-ci. Et actuellement, nous sommes à la saison des amas globulaires. Alors nous allons partir sur l'amas le plus célèbre. Oui, en fait, il s'agit de M13, qui est autrement appelé l'amas globulaire d'Hercule. Alors cet amas, c'est l'un des plus beaux de l'hémisphère nord à observer. Il se situe dans la constellation d'Hercule, comme son nom l'indique. Il est à un tiers de la distance entre les étoiles Eta et Zeta d'Hercule, si on tire un segment, sur le côté du trapèze de la constellation qui est opposé à l'étoile Vega de la Lyre et qui est à l'inverse présentée à la constellation de la couronne boréale. Alors elle n'est pas très visible, mais elle est également présentée à Arcturus du Bouvier qui est déjà plus repérable. Alors, cet amas comporte plusieurs centaines de milliers d'étoiles, peut-être même jusqu'à 1 million, on ne sait pas exactement, on n'a pas compté. Et c'est un amas qui, ces étoiles-là se concentrent sur un diamètre, enfin, une région de 150 années-lumière, ce qui correspond à un diamètre apparent visuel depuis la Terre pour un observateur de 20 minutes d'arc. C'est très petit, mais voilà, bon, après tout est relatif dans l'univers aussi. M13 a été découvert par Edmond Halley, le célèbre découvreur de la comète du même nom, en 1714 et a été ajouté par Charles Messier dans son catalogue le 1er juin 1764. Le 16 novembre 1974, M13 a été utilisé comme cible pour l'envoi d'un message à une potentielle civilisation extraterrestre envoyé à partir du radiotélescope Arecibo.
Il contenait des informations comme les chiffres, le numéro atomique de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, des données sur l'ADN, la forme et la taille d'un humain, la population terrestre et la position de la Terre dans le système solaire. Il devrait mettre 25 000 ans à y parvenir. On attendra la réponse. Alors, comment observer cet objet ? Il a une magnitude apparente de 5,8. Ça veut dire que théoriquement, il est observable à l'œil nu. Il est à peu près similaire à la magnitude d'Uranus. Alors, c'est un défi l'observer à l'œil nu, mais ça permet de tester la qualité de sa vue et de son ciel également. Dans une lunette de 60 mm, M13 apparaît comme une petite boule laiteuse assez floue. Pour résoudre et commencer à voir les étoiles de l'amas, il faudra au moins un instrument de 100 mm d'ouverture. À partir d'un instrument de 150 mm, on commence à bien le résoudre. Et en plus de ça, on a un nuage de poussière en forme de Y qui va commencer à apparaître. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'observer cet amas dans un télescope de 400 mm l'année dernière. La vision est absolument féerique, je ne la décris pas, c'est indescriptible. Dès le premier coup d'œil dans l'oculaire, vous n'attendez même pas une seconde, c'est une explosion dans l'œil. Les étoiles sont extrêmement résolues, c'est magique. Mais bon, après, il faut posséder un 400 mm et c'est pas dû à tout le monde, évidemment. Merci Mathieu. Alors voilà que se termine cette émission. Donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner pour être alerté de leur parution, alors n'hésitez pas. Et on vous souhaite bonnes observations à tous et à toutes.